Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la première d'une petite série consacrée à la commande de DAX avec un drive V90. Au menu, comment paramétrer le variateur et la liaison Profinet, des détails sur la notion de Telegram et de PZD, et des essais bien sûr. Le matériel utilisé, une CPU 1212 classique, le variateur, un drive V90 Profinet, le moteur, ou plutôt servomoteur, équipé avec un codeur de 2500 points par tour, et ne pas oublier d'acheter les câbles en orange pour l'énergie et en vert pour le codeur. Après la mise sous tension, les deux LED et l'afficheur donnent l'état général du variateur, sûrement rouge et rouge au début, normal, rien n'est encore paramétré. Remarque pour la communication, je vais travailler ensuite en Profinet temps réel normal. C'est pas l'isochrone, qui serait plus rapide, mais qui n'est pas réalisable avec des CPU 1200. Alors, pour comprendre le rôle de chacun des éléments, je vais distinguer plusieurs modes de fonctionnement. Quel que soit le mode, l'utilisateur donnera toujours une consigne de position. La CPU va déterminer la vitesse appropriée et l'envoyer au variateur. Celui-ci va envoyer l'énergie nécessaire pour atteindre cette vitesse. Le codeur envoie des impulsions au fur et à mesure de la rotation. Ces pulses vont être comptées dans le variateur qui va renvoyer une valeur de position à la CPU. C'est donc le programme de la CPU qui réalise ici le positionnement. On peut programmer différentes stratégies. Une des plus simples, c'est d'aller vite quand on est loin de la position à atteindre et de ralentir quand on s'en approche. Le variateur est donc en mode régulation de vitesse. Oui, vitesse, c'est la boucle d'asservissement dessinée en rouge ici. Et la boucle de position dessinée en violet qui englobe la boucle interne de vitesse. C'est le mode de fonctionnement que je vais détailler dans cette vidéo. Remarque, les échanges entre CPU et variateur se font par Profinet. Tout passe par le câble réseau. Sur la CPU, j'ai dessiné des blocs standards, OB, FC ou autres, mais ce n'est pas la seule possibilité. Je le détaillerai dans une autre vidéo, il est possible d'utiliser des objets technologiques dans TIA Portal. Et du coup, ça permet d'utiliser des fonctions de positionnement de la bibliothèque et de faire des choses plus évoluées, des rampes, des sécurités et plein d'autres choses. Autre mode de fonctionnement possible, c'est de paramétrer le variateur en régulation de position. Du coup, la boucle de position ne passe plus par la CPU et donc ça fait gagner beaucoup de temps. Tout se passe dans le paramétrage du variateur, réglage des coefficients des deux boucles, vitesse et position. Dans ce cas, il faut utiliser le logiciel dédié, donc V-Assistant, sinon c'est un enfer tellement il y a de paramètres. Allez, on va commencer simple. Dans cette vidéo, je vous montre déjà comment faire communiquer la CPU avec le variateur. Voici les adresses IP et non Profinet que je vais utiliser par la suite. La CPU sera contrôleur I/O du réseau et le variateur un périphérique. Allez, c'est parti, j'ouvre TIA, ici V16, mais ça fonctionne aussi en V15 ou V14. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, on va se mettre en dehors du projet, donc juste accès en ligne sur la carte Ethernet de l'ordi. Je vais faire mettre à jour les abonnés. On en voit deux, la CPU avec son nom Profinet, son adresse. On la voit à droite. Alors, bien sûr, je l'ai fait avant pour gagner du temps, mais si vous voulez changer, il faut aller bien affecter l'adresse IP, bien sûr, ou affecter le nom de l'appareil, donc CPU1 pour moi. Et pareil pour le drive. Donc, au niveau du drive général, c'est en ligne diagnostique, donc un Dynamics. Qu'est-ce qu'on voit de particulier? Son adresse IP
CP que l'on voyait à droite et à gauche également, 3.2. Et si on a envie de changer, on change. Si on veut affecter un nom Profinet, on le fait ici, affecter. Voilà. Et on peut regarder, alors, état de diagnostic. Eh bien, on voit ici une erreur de paramétrage. On le voit d'ailleurs sur l'équipement, je vous montre. Au niveau de ma CPU à gauche, on voit les LED vertes, donc tout est OK. Au niveau du drive, par contre, là, c'est rouge. Une LED ready clignotante, je mets la doc. Ça signifie bien qu'il y a un défaut ou une alarme. Et ce défaut ou alarme, il est vite vu, puisqu'on voit à côté que c'est rouge également. Comme rouge, ça signifie erreur de communication Profinet. C'est ce qui est aussi indiqué par le A8526. Si je mets le mode d'emploi A8526, ça signifie problème de communication cyclique, donc le Profinet. On voit également un affichage S off, S pour speed, donc régulation de vitesse, et off parce que le cerveau est à l'arrêt. Je vais paramétrer tout de suite dans TIA Portal correctement la liaison pour que ça puisse fonctionner. Et bien maintenant, je vais dans la vue projet. J'ai pris un peu d'avance, j'ai placé la CPU, donc une 1212, configuration du matériel avec son adresse IP, donc 3.1, le nom Profinet CPU1. Il faut saisir la même chose que ce qu'il y a en vrai de l'autre côté, il faut que les deux soient cohérents. Je rappelle que PLC1, c'est le nom dans le projet, mais ça n'a rien à voir avec le nom Profinet. Donc là, on peut mettre n'importe quoi. Par contre, il faut bien qu'il y ait CPU1, CPU1 des deux côtés. Voilà, donc PLC1, c'est fait. Je vais me mettre dans la vue appareil réseau et je vais rajouter mon variateur. Donc, on va aller dans le catalogue, autre appareil de terrain, Profinet IO, Synamix, et dans la liste, il est le dernier. Voilà, V1, c'est le firmware que j'utilise et je vais le placer à côté. Voilà, pour l'instant, la liaison n'est pas réalisée entre les deux. On voit que le contrôleur I/O de cet équipement-là n'est pas affecté. Et donc, je vais lui dire que le Synamix, c'est un périphérique associé au contrôleur qui est le PLC1. Donc, je vais faire affecter au PLC1 avec une interface Profinet et automatiquement, on voit la liaison qui vient d'être créée. Alors c'est parti pour le chargement. Alors je vais accélérer un peu là parce que la procédure est vraiment super longue. Puisqu'il y a la configuration du drive aussi en même temps, donc j'accélère. Beaucoup plus rapidement que ce que vous aurez vous sur les premiers tests. Alors, transfert effectué sans erreur ni avertissement. Bon, très bien. On va aller se mettre en ligne pour voir un petit peu ce qui se passe. Liaison en ligne. Vert, vert, oh là, rouge, rouge, et on voit un petit problème de communication. Alors, regardons sur le matériel ce qui se passe. Alors, si je regarde sur la CPU, on voit que la LED rouge maintenant s'allume alors qu'elle était verte tout à l'heure, ce qui signale bien un défaut de communication avec son périphérique. Et d'ailleurs, le périphérique, il est toujours en alarme 8526, donc défaut Profinet. Alors, vous l'avez peut-être vu, j'avais fait exprès de laisser une erreur quelque part, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Alors, on va faire la recherche de l'erreur ensemble. On voit que c'est rouge, on voit que c'est rouge ici. Il y a une petite clé pour nous aider. On va aller voir dans le tampon de diagnostic pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Eh bien, on voit que la défaillance d'un périphérique I/O, il est introuvable. Donc là, ça veut dire que l'automate n'arrive pas à trouver le périphérique qu'on lui a affecté.
à savoir celui qui est censé avoir le nom Drive 1. Et vous allez dire, mais où est-ce qu'on l'a vu, Drive 1? On l'a vu parce qu'il est écrit en dur dans le Drive, mais au niveau du programme, on ne l'a pas vu passer. Et en effet, si je regarde au niveau des appareils réseau, on va regarder au niveau des appareils, vérifier les appareils. Vérifier les appareils. Ok, 2 appareils trouvés qui sont en liaison. Et on voit que le CPU1, donc le nom Profinet de CPU1, est associé à bien l'adresse 3.1 et donc à la CPU 12. Mon variateur, le Cynamix V90, a bien la bonne adresse, mais par contre le nom Profinet, regardez, j'ai fait exprès de mettre non pas Drive 1, mais un truc qui ne va pas fonctionner. Donc forcément, ça ne va pas marcher. Donc comment on fait ça? Ben, il faut tout simplement donner à l'équipement, je vais me remettre hors ligne, l'équipement ici, la bonne adresse IP et le bon propriété, le bon nom. Donc l'adresse était bonne. Par contre, au-dessous, le ça va pas fonctionner, c'est pas son nom. Nous, c'est Drive 1, comme il était en dur lorsqu'on a fait l'accès distant. Et ben voilà, je refais le chargement. Charger. Terminé. Je remets en ligne. Et désormais, eh bien, tout est vert. On va le vérifier directement sur le matériel. Alors, on voit un clignotement vert de la com. Donc, la com est correcte. Je rappelle le petit clignotement, ça signifie que la liaison Profinet s'effectue en temps réel. C'est pas le plus rapide, mais c'est le temps réel normal. Donc, le vert clignotant. Liaison établie en mode RT standard. Et de l'autre côté, vous l'avez vu, la CPU est passée également au vert pour indiquer qu'elle a bien retrouvé son périphérique. On voit bien que le cerveau est off, le ready est rouge. Et maintenant, on va chercher à le faire démarrer. Et c'est toute la suite où on va mettre ça en service. Avant de continuer, il est intéressant d'ajouter des outils sur l'ordi pour le paramétrage du variateur. 2 façons de faire, je détaille. Premier outil, le logiciel V-Assistant. Ça permet de se connecter au variateur pour le paramétrer. Travail beaucoup plus agréable qu'avec les touches en face avant. Avec la dernière version, on peut se connecter directement en Ethernet, mais pas de version du logiciel en français pour le moment. Sinon, liaison USB classique. Le logiciel est gratuit, il est téléchargeable sur le site de Siemens. Si vous voulez en français, il faut rester en 1.06 et télécharger en plus le package French. Au lancement de V-Assistant, on peut choisir de travailler hors ligne, c'est-à-dire de faire un paramétrage sans connexion au variateur et ensuite de le transférer, ou de faire directement un travail en ligne. Il va reconnaître l'équipement connecté, donc mon Cynamix V90. Vous voyez, j'ai chargé le pack français, donc voilà, très bien. Je fais OK. Il lance la connexion. Voici la première page. Donc on peut choisir le type de variateur, le type de moteur que l'on a. On peut choisir l'un ou l'autre des modes de régulation, c'est-à-dire vitesse, ce que je vais faire, ou positionnement, ce que je ferai dans une autre vidéo. On peut faire un test ici directement, en pas à pas, pour voir juste si ça fonctionne. Voilà, une petite rotation, ok, c'est bon. Le moteur est ok, voilà. Au niveau du réseau, on peut définir le type de télégramme. J'en parlerai tout à l'heure. Je vais choisir le télégramme 1 pour faire la communication Profinet.
Au niveau du réseau, on doit bien vérifier que les adresses IP soient cohérentes. Le nom Profinet, donc je ne vais pas le changer puisque ça a déjà été fait, mais si on voulait changer, ce serait là. Et ensuite, bah, il y a plein d'autres possibilités évoluées où on peut changer la configuration des rampes et tous les paramètres du variateur sont accessibles. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, je vous montre l'autre technique dans TIA Portal. Autre technique donc, c'est de rajouter un support package matériel dans TIA Portal, un HSP, à télécharger aussi gratuitement sur le site Siemens. On prend tout le paquet complet pour la version de TIA que l'on a. Ici, 263 mégaoctets pour la V16, mais ça inclut tous les supports. Une fois des IP, on vérifie que l'on a bien le HSP 0185 dédié au drive V90. Ensuite, dans TIA, outils, support package et ajouter en provenance de fichiers. Voilà, donc je retrouve mon fichier bien dans la liste puisque je viens de l'importer. Je vais donc faire installer et là un petit message qui me dit que je dois fermer les instances de TIA pour pouvoir continuer, sinon c'est pas possible. Donc je dois fermer en arrière-plan TIA, je le fais avec le gestionnaire de tâches, on aurait pu faire différemment bien sûr. Et donc du coup, je suis autorisé à poursuivre l'installation du support package. Donc c'est ce qui se déroule. L'installation est plutôt rapide. Et une fois terminé, on va me demander de redémarrer TIA Portal pour pouvoir l'utiliser. Voilà, regardez maintenant que c'est installé. Lorsque je fais un accès en ligne tout simple sans le projet, hein, on voit que l'on a en plus de en ligne et diagnostic, les dossiers paramètres et mise en service qui apparaissent. En plus, dans en ligne et diagnostic, on a encore plus de fonctions disponibles et notamment une que je vous conseille d'utiliser au départ, c'est le retour usine des paramètres de l'entraînement pour être sûr de repartir d'une situation propre. Donc rétablir paramètres d'usine, ok. Et donc, ça va durer un certain temps. Voilà, alors ensuite, moi je préfère faire un redémarrage de l'entraînement après un retour usine. Bon, je suis peut-être un peu maniaque en faisant ça, mais bon, voilà, je le préconise quand même, au moins on est sûr de repartir. Donc ça va l'éteindre et le redémarrer. Bon, comme un ordinateur, hein, une fois qu'on a fait une mise à jour, on redémarre. Voilà, alors ensuite, je vais aller voir dans paramétrage, paramètres, là, pour faire le paramétrage de base, aussi bien moteur et capteur. Donc, c'est le moteur que j'utilise, donc c'est bon, pas besoin de changer. Réglage de base, la tension d'alimentation, c'est la bonne. Vitesse limite, alors je vais réduire un peu là parce que 5000 tours, comme je fais un essai juste sur mon bureau, ça peut être dangereux, donc je réduis. Commande de frein, j'en ai pas. Et ben voilà, je vais faire une sauvegarde quand même de ce paramétrage. Donc je reviens en ligne, sauvegarder, et là je vais sauvegarder dans la ROM pour que au prochain démarrage, on reparte avec cette configuration-là. Voilà, ensuite je vais aller voir l'état du module, maintenance. Ah, qu'est-ce qui se passe? On va regarder. Alors, donc code alarme 1932, problème isochrone, mais tout simplement parce que par défaut, les paramètres Profinet ne sont pas forcément ceux que l'on avait choisis nous au départ. Alors, je retourne dans vAssistant et je vais regarder dans le paramétrage, afficher tous les paramètres, enfin pas tous, juste ceux de communication comme
et notamment le principal qui définit quel type de télégrammes sont échangés. Par défaut, en réglage usine, c'est 105, donc c'est pas du tout celui qu'on a choisi au niveau de la CPU, c'est pour ça que ça va pas. Je vais bien sûr définir le télégramme 1 avec 2 PZD émission réception. Et donc du coup, eh bien, si je reviens sur ma configuration de l'autre côté, je valide, pardon. Alors, si vous n'avez pas V-Assistant, vous pouvez faire le changement directement sur l'écran avec les touches du variateur, hein. On n'est pas obligé d'avoir V-Assistant juste pour faire ça, on peut le faire avec juste les touches. Et donc, quand je reviens maintenant au niveau de TIA et que je regarde quelles sont les signalisations actives au niveau de mon variateur, aucune alarme, normale, puisque maintenant la connexion est rétablie. Voilà, alors avant d'aller plus loin, je vous montre une dernière fonctionnalité avec le menu mise en service qui va me permettre de faire un premier démarrage pour voir si le moteur fonctionne en local tout simplement. Donc je vais prendre la main. Je vais mettre en marche, alors soit par à-coup, soit continu. Allez, je vais mettre continu, mettre en marche. Et donc on voit le fonctionnement débloqué. Je vais mettre une vitesse, peu importe, 50 tours par minute, par exemple, en marche avant. Donc on voit sur l'afficheur du variateur la vitesse, on la voit également à ce niveau-là, 50 tours par minute. Bien sûr, si j'accélère, 100. On voit que ça change. Je peux faire arrêt. On voit que la LED reste verte, ready. Ça veut bien dire que l'on est en fonctionnement débloqué. Par contre, là, comme on est en stop, on a une consigne de vitesse de 0. C'est pour ça que ça ne tourne pas. Si je fais marche arrière, là, on voit la vitesse maintenant qui apparaît en négatif. Voilà, donc maintenant, je vais faire la même chose, mais un pilotage par la CPU. Avant d'aller plus loin, un petit peu de théorie pour bien comprendre ce qui va se passer. Sur un réseau Profinet, on a des échanges de données avec une période bien définie. Dans le sens réception, c'est le contrôleur I/O du réseau, dans notre cas la CPU, qui envoie des informations au variateur. Et dans le sens émission, c'est l'inverse, transfert du variateur vers la CPU. Les données utiles, user data ou PPO pour process object, sont placées dans des trames Ethernet. On parle alors de télégrammes. Les télégrammes comportent un en-tête et une terminaison. Ça, c'est pas nous qui gérons, c'est le format général des trames Profinet généré par le système. À l'intérieur, les données utiles sont séparées en deux morceaux. Une première zone contenant des informations pour lire ou modifier directement les registres internes du variateur, c'est la PKW, zone qui est optionnelle. Un télégramme peut contenir seulement des données PZD. PZD, c'est le nom de la seconde zone où l'on va envoyer les ordres de marche, les consignes, et aussi recevoir des informations sur l'état de fonctionnement du variateur, ou bien lire une vitesse, une position, une puissance, etc. Un télégramme, c'est donc un assemblage de différentes zones, zones qui sont elles-mêmes découpées en mots, donc des blocs de 16 bits. Il existe différents types de télégrammes contenant plus ou moins de PZD. C'est à nous de choisir le type qui contiendra toutes les informations dont on a besoin. L'avantage des PZD, c'est que l'on n'a pas à réfléchir au numéro des registres du variateur. On écrit ou on lit des mots prédéfinis pour assurer des fonctions prédéfinies. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, avec le V90, on travaille uniquement avec des PZD. C'est un concept qui s'utilise même avec d'autres gammes de variateurs. Si vous regardez ma vidéo avec les G120, on retrouve des appellations communes. Voici le tableau de choix pour le mode régulation de vitesse uniquement. Pour l'autre mode, en régulation de position, ce sera un autre tableau. Commençons simple avec les télégrammes de type 1. On a 2 PZD en réception et 2 autres en émission. Pour la signification des sigles, c'est de l'allemand, il faut regarder la légende.
On retrouve ici les deux PZD en réception des télégrammes de type 1 et les deux en émission. En résumé, avec des télégrammes de type 1, le variateur reçoit deux mots de 16 bits, un appelé STW1 pour la commande des actions, donc marche, arrêt, freinage, etc., et un autre mot, NSOL, pour définir à quelle vitesse il doit tourner. En émission, le variateur fournit un mot d'état ZSW1 qui donne les informations, je tourne ou pas, en avant, en arrière, je suis en défaut, etc. Et un autre mot donnant la valeur exacte de la vitesse de rotation du moteur à chaque instant. Donc au final, deux mots vont arriver à l'automate, et c'est tout naturellement qu'on va les trouver en entrée, zone mémoire I, et deux mots vont sortir de l'automate, donc zone mémoire Q. Ok, mais alors à quelles adresses on va trouver ces mots? Eh bien, regardons dans TIA. Pour l'instant, donc, aucune adresse de définie entre les équipements. On le voit sur ma liaison Profinet. Eh bien, je vais définir ça. Je vais au niveau du drive et je vais choisir, eh bien, au niveau des sous-modules, quel type de télégramme je veux. Donc, par exemple, le télégramme 1, double-clic ou transfert, comme vous voulez. Et du coup, bah, ça apparaît maintenant dans l'entraînement 1, qui est bien mon drive. Je reviens en vue réseau au niveau de la liaison et je vois que les adresses ont été affectées aussi bien en entrée qu'en sortie. Tout naturellement, on peut déclarer des variables aux adresses des PZD dans la CPU. Commençons par le mot d'état, dans lequel chaque bit signale un truc en particulier. Extrait de la doc du variateur ici. Pour mieux voir dans la CPU, je vais déclarer une variable pour chaque bit. Attention au sens d'adressage des bits et octets dans un mot, comme toujours avec Siemens, convention Big Endian, donc l'octet de poids fort à l'adresse la plus basse. Allez, des mots en vrai. Voici donc mes variables avec le mot d'état du variateur IW68. Je l'ai mis en hexa, je l'ai mis en binaire où on retrouve, eh bien, lorsque l'on est en ligne pour l'instant à l'arrêt, une situation où, eh bien, si je détaille chacun des bits, donc le fonctionnement est prêt, sous tension, en attente d'une commande. On voit qu'il est off pour l'instant, ça se voit également sur l'affichage du variateur. On ne voit pas de défaut et donc je suis prêt. Je vais me servir de la commande locale pour faire juste un premier test. Donc prendre la maîtrise de commande. On voit eh bien, que du coup ça a changé d'état. Pour l'instant, le cerveau est toujours off. Je vais faire une mise en fonctionnement, mise en marche. On voit donc que maintenant il est prêt à fonctionner. Et donc, je peux faire un fonctionnement. On voit également débloquer. On voit une vitesse de 0 sur l'afficheur. On voit débloquer. Et je peux choisir une vitesse, n'importe laquelle. Marche avant. Donc, on voit le fonctionnement marche avant. Je vais l'arrêter pour qu'on voit la différence. Donc, arrêt, avant. On voit quand on a atteint la vitesse, cette indication ici. Je l'arrête à nouveau pour bien voir. Et en marche arrière, on voit la différence, sens de rotation qui est indiqué avant ou arrière, avant ou arrière. Je poursuis avec la lecture de la vitesse de rotation en IW70. La doc du variateur nous indique que la valeur est un entier sur 16 bits avec une normalisation via P2000. P2000 qui définit la vitesse de référence du variateur, c'est-à-dire la valeur utilisée pour toutes les valeurs relatives de vitesse. Pour nous, tout sera exprimé en proportion de 3000 tours par minute, qui est le réglage usine de ce paramètre. Donc, proportion 3000 pour 4000 en hexa.
Dans le programme de la CPU, on va donc déclarer une nouvelle variable pour obtenir la vraie valeur en tours par minute, calculer à partir de la vitesse de référence définie comme constante, et ensuite une petite règle de 3 pour calculer la bonne valeur à partir de la valeur reçue du PZD. Allez, démo tout de suite. Voilà, donc la valeur reçue du variateur dans PZD2, adresse IW70, elle sera affichée en décimale ou en hexa à ce niveau-là, et mise à l'échelle avec la formule. Et donc je mets en service, par exemple, 1500 tours par minute en marche avant. Et donc on voit 1500, quasiment 1500, légère oscillation, mais 1500 tours par minute. On voit 2000 hexas, donc la moitié de 4000 qui correspond à 3000 tours minute. Si je mets la moitié, ben on devrait voir la moitié, 750. Donc on a bien 750, 1000 hexas qui correspond à la moitié, 750. Et si je fais marche arrière, eh bien marche arrière, on voit une valeur négative, moins 750, moins 750. Si je mets plus, 1500, moins 1500, tout est OK. Regardons maintenant les PZD en réception. Je commence par le mot de commande du variateur, adresse QW64. Sur la documentation, on a le détail de chaque bit du mot. Dans TIA, je déclare une variable pour chaque bit. Attention là aussi à l'ordre des octets. Remarque, pour que la commande du variateur soit cohérente, il faut que tous les bits du mot de commande soient correctement positionnés. Sans ça, rien ne fonctionne. Exemple de mot de commande basique, ici juste pour démarrer ou arrêter le moteur, qui correspondent à 47E ou 47F en hexa. Passons maintenant au second mot à envoyer au variateur, adresse QW66, donc le PZD2, un mot de 16 bits, N sol A, qui est la consigne de vitesse. Selon la doc du variateur, un int sur 16 bits avec normalisation P2000, donc comme déjà vu pour la mesure de vitesse, une valeur de 4000 hexas pour faire tourner à 3000 tours par minute en réglage usine. Allez, petit programme pour faire varier la consigne avec un potentiomètre, câblé sur une entrée analogique de l'automate, un bouton pour inverser la consigne et donc changer le sens de rotation, un bouton pour initialiser le mot de commande, un autre bouton pour le marche-arrêt, et enfin un bouton pour acquitter les défauts. Allez, petite démo. Je commence par l'initialisation. Voilà, on voit que le cerveau est off, donc LED rouge ready. Si j'active le cerveau, donc on passe en vert, la consigne est de 0, normal, le potentiomètre est à 0. Je vais augmenter sur le potentiomètre, la consigne augmente, la rotation s'effectue, je peux accélérer et atteindre la valeur max, 1500 tours. Je peux réduire, je peux inverser le sens de rotation. On voit que la consigne passe en négatif et peut atteindre les moins 1500. Je peux simuler maintenant un défaut de communication. Donc je vais en cours de fonctionnement débrancher le câble Ethernet. On voit bien que la CPU s'est mise en défaut, LED rouge. Elle a perdu son périphérique, je le rebranche. Au niveau du variateur, l'alarme qui indique la perte de communication. On va voir que la CPU retrouve, donc passe au vert, a retrouvé la connexion. Le variateur reste en défaut. Je vais faire un acquittement des défauts, bouton 7. Donc on repasse en cerveau off et je peux redémarrer dans un sens comme dans l'autre. Allez, pour terminer, je vous montre l'utilisation d'une trace pour visualiser la vitesse du moteur.
Je l'ai synchronisé sur bouton de démarrage. Je fais un enregistrement. On voit une évolution bien, en rampe linéaire jusqu'à atteindre la consigne que je m'étais fixée, 1000, et ensuite une décroissance également en rampe. Alors, pourquoi c'est en rampe? Je vais remettre V-Assistant et notamment au niveau du paramétrage du générateur de rampe. Alors, par défaut, il n'est pas actif, hein. Il faut mettre activé ici, sinon bien sûr il n'y a pas le générateur de rampe. Et là, par exemple, j'ai choisi 5 secondes. Alors, si on vérifie de l'autre côté, eh bien, on voit qu'il n'y a qu'une seule seconde. Alors, on se dit, bah, ça ne va pas, puisque moi j'ai réglé 5 et en gros, il y a ici qu'une seconde. Sauf que, attention, hein, comme toutes les rampes, c'est pour atteindre la vitesse max. Alors, elle est de combien la vitesse max? Eh bien, c'est simple, on le voit de l'autre côté. Eh bien, la vitesse max, elle est réglée à 5000 sur cette application. Donc, bah, c'est logique du coup, 5 secondes pour aller à 5000, donc ça correspond bien à 1 seconde pour aller jusqu'à 1000, aussi bien pour l'accélération que la décélération. En conclusion, voici ce que l'on sait faire désormais. Une commande en vitesse de l'entraînement. Pour réaliser du positionnement, on pourra le faire par exemple en le programmant dans la CPU. Eh bien, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la suite.